La Chine actuelle n'a pas toujours eu l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui sur les cartes. Historiquement, ils se sont en quelque sorte étendus, principalement vers l'ouest, et sont devenus ce gigantesque pays mégalithique qui domine la majeure partie de l'Asie de l'Est. Et lorsqu'un pays s'étend de cette manière, on trouve forcément certaines régions avec certains peuples ayant des modes de vie particuliers. Et il va falloir trouver certaines façons de légiférer. Certains de ces peuples dans certaines régions et zones, ce sont les régions autonomes, les municipalités et les régions administratives spéciales de la Chine. Faisons un point de géographie. Salut à tous, je suis votre hôte Barbs. Oh là là, que se passe-t-il ici? T-shirt et tasse Geography Now disponible sur geographinavo.com. Tout ce qu'il y a de bien. Faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Comme je dis, ce n'est pas vendre son âme si c'est votre marque. La dernière fois, nous avons parlé des provinces de la Chine, et une petite note à part, j'ai oublié de le mentionner. À ce jour, la République populaire de Chine, ou la République populaire de Chine, considère l'île de Taïwan comme la 23e province de leur pays. Mais les habitants de Taïwan ne partagent pas cet avis. Ils affirment être une entité distincte et un pays indépendant, non rattaché à la République populaire de Chine. Je n'entrerai pas dans ce débat. Chinois ou taïwanais, partagez votre avis en commentaire, cela vous concerne. Bref, donc, en dehors des provinces de la Chine se divise aussi en d'autres unités administratives distinctes. Ils ont 5 régions autonomes. Ces régions sont généralement des zones qui concernent un certain groupe ethnique. Et elles ont le pouvoir légal d'adopter des règlements d'autonomie pour protéger leur culture, leur langue et leurs institutions propres à leur groupe ethnique. Ensuite, nous avons les municipalités. Ce sont en gros, je ne veux pas dire les plus importantes, mais soyons honnêtes, ce sont un peu les villes les plus importantes de Chine. Il s'agit de la capitale Pékin, de Tianjin, Shanghai et Chongqing. Et puis, il y a les 2 régions administratives spéciales qui sont Hong Kong et Macao, ces 2 villes. Hong Kong ressemble à une ville avec du terrain en plus, mais inutilisable pour la construction. C'est un autre sujet à aborder plus tard. Elles ont été colonisées par les Britanniques et les Portugais, puis rétrocédées à la Chine en 1997 et 1999. Oui, c'est étrange. Puis vient la question du leadership et de leurs allers-retours avec Pékin, où cela se complique. Mais un pays, 2 systèmes. Passons en revue ces 11 entités, à commencer par la région autonome ouïghour du Xinjiang. Capitale, Urumqi. C'est la frontière ouest, sens littéral de Xinjiang. En gros, c'était le carrefour entre les mondes perse, turcique et chinois. Ils se sont tous rencontrés dans cette région, ce plateau aride, le froid désert du Taklamakan, aussi appelé la mer de la mort. Vous ne vouliez pas traverser le milieu de ce désert, il fallait contourner les bords parce que c'est là que se trouvait toute l'eau. Et il n'y a qu'une seule rivière, la rivière Otan, qui traverse tout le désert. J'aime l'appeler la veine du front d'Angelina de la Chine. Cet endroit est majoritairement peuplé de Ouïghours. Ce sont un peuple turcique, et leurs plus proches parents sont les Ouzbeks en Ouzbékistan. Ils ont une langue quelque peu mutuellement compréhensible entre eux. Mais oui, leur culture est fortement influencée par des éléments turciques et l'histoire de la route de la soie. Beaucoup de personnes ici sont également musulmanes. Traditionnellement, le peuple ouïghour avait même son propre alphabet, l'alphabet ouïghour traditionnel. C'était comme un système d'écriture turcique. Ils ont cessé de l'utiliser et maintenant tout le monde apprend le mandarin. Le Xinjiang a le système d'irrigation souterrain Carez, une solution ingénieuse pour amener l'eau au désert. Historiquement, cet endroit était sous la Seconde République du Turkestan oriental, dirigée par Emekhan Kazimi, qui en fut le dernier chef. Jusqu'en 1940, avant l'intégration du Xinjiang à la République populaire de Chine. Pourquoi la région autonome ouïghour du Xinjiang a-t-elle été annexée par la Chine? Pour faire court, ils ont été par intermittence sous la domination chinoise pendant la dynastie Qing. Ils ont annexé la région au XVIIIe siècle après avoir vaincu les dirigeants locaux. Cela remonte à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Finalement, en 1955, la République populaire de Chine a officiellement désigné le Xinjiang comme une région autonome, essentiellement sous le prétexte de restaurer des territoires historiques perdus. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui dans l'actualité concernant la communauté ouïghour en Chine. Je te laisse en parler si tu le souhaites. Que tu sois ouïghour, chinois ou autre, indique-le en commentaire. D'accord? Je suis juste là pour relayer les faits. Les faits très simples, basiques, fondamentaux. D'accord? À visiter Kashgar, Vieille Ville, Bazar Sunday, région de Turpan, montagnes flamboyantes et vallée des raisins. Urumqi a un grand bazar. Côté cuisine, attendez-vous à beaucoup d'agneaux, des brochettes, du pilaf et des nouilles, comme le lagman ou le panji. Et oui, en gros, c'est la région turcique ouïghour, les cousins des Ouzbeks.
c'est la région autonome ouïghour du Xinjiang. Ensuite, la région autonome du Tibet, capitale Lhasa. Vous connaissez le toit du monde, le bouddhisme tibétain, ses monastères, palais et son architecture. Vous connaissez sûrement la langue tibétaine, avec son propre système d'écriture et une calligraphie réputée complexe. La capitale est considérée comme le centre spirituel. C'est aussi l'unité administrative la moins peuplée de toute la Chine. Ils ne sont qu'environ 36 millions sur cette immense superficie. Le roi Songtsen Gampo est considéré comme le père du Tibet. Il a uni les peuples tibétains, introduit le bouddhisme et construit le temple Jokang, le palais et Lhasa. Pourquoi le Tibet est-il lié à la Chine ? C'est une histoire complexe avec des périodes d'affiliation plus ou moins lâches à la Chine. Cela remonte par exemple aux dynasties Tang et Yuan. Après la chute des Qing, ils ont proclamé leur indépendance sans réelle reconnaissance internationale. Et puis, en 1951, l'accord en 17 points a été signé entre les représentants du Tibet et de la République populaire de Chine, ce qui a officialisé leur incorporation à la Chine. Donc, c'est un peu ce qui était écrit, du moins sur le papier, à vous d'en tirer vos propres conclusions. Et pendant des siècles, chaque Dalai Lama a été centré autour du Tibet, principalement à Lhasa. Le 14e Dalai Lama, exilé en 1959, est parti en Inde. Le gouvernement chinois l'a accusé de séparatisme, c'est une autre histoire. Parmi les endroits que vous pourriez vouloir visiter, il y a le mont Kailash, qui est une montagne sacrée et vénérée par les hindous, les bouddhistes et les jains. Palais du Potala, temple Jokang, rue Baror, vallée de Yarlang. Bien sûr, ils ont le mont Everest à la frontière du Népal. Vous trouverez beaucoup de produits à base de yak, comme la viande et le beurre de yak. Ils ont du thé au beurre de yak. Oui, la culture et le peuple tibétain, le bouddhisme, le Tibet, vous connaissez. Ensuite, la prochaine, la capitale de la Mongolie intérieure, Hohhot. Et c'était en fait la toute première région autonome de la Chine. Et oui, elle avait été créée en 1947. Comme son nom l'indique, c'est la région mongole de la Chine. Il y a de nombreux Mongols ici, ce qui surprend, même s'ils ne sont que 20% de la population, soit environ 4 millions. Les Mongols de Mongolie intérieure sont donc plus nombreux que ceux de Mongolie, qui comptent environ un demi-million d'habitants. Il y a plus de Mongols en Chine qu'en Mongolie, même. Bref, évidemment, il y a beaucoup de cultures mongoles ici. Les gens ici parlent un dialecte distinct. En Mongolie, ils parlent le Khalcha, mais ici, ils parlent le Tchakar. Ils utilisent souvent l'écriture mongole verticale, ce qui rend bien ressemblant à des arbres. On trouve aussi de nombreux monuments et statues dédiés à Gengis Khan et Kubilai Khan. Pourquoi la Mongolie intérieure a-t-elle été rattachée à la Chine ? En résumé, après la chute des Yuan. Beaucoup de tribus mongoles dans cette région avaient encore beaucoup d'influence politique. Et la dynastie Qing a même nommé des chefs mongols dans cette région sous leur souveraineté. Un lien fort a toujours existé entre les tribus mongoles de cette région et le peuple chinois. Le paysage est incroyable. Vous avez probablement vu ces vidéos de personnes glissant sur les collines vertes parfaites avec de gros nuages. Oui, c'est ici en Mongolie intérieure. Ça s'appelle la prairie de Hulumbuya. Il y a aussi le temple des 5 pagodes de Hohhot, Saichang, la vieille rue, le temple d'Adjiao et le désert de Gobi. Vous pouvez trouver ces chanteurs de gorge mongole traditionnels dans certaines zones de spectacle. Côté nourriture, on trouve de la cuisine mongole à base de lait, thé, produits laitiers, agneau rôti, mouton et barbecue traditionnel. Mais oui, c'est la région mongole de la Chine. La suivante, la région autonome Zhuang du Guangxi, capitale Nanning. C'est un peu la région du champ, avec certains des pics de calcaire karstique les plus impressionnants et érodés, recouverts d'une flore vert émeraude. Cet endroit magnifique produit sans doute plus de chanteurs, poètes et athlètes que toute autre région de Chine. Parmi de nombreux groupes minoritaires, les Zhuang sont les principaux et les plus importants. Cet endroit a une riche tradition de chansons folkloriques et de festivals issus des Zhuang. Architecture en bois, tour à tambour, pont coupe-vent et pluie. Ils ont une structure de rizière en terrasse très unique. Les Zhuangs parlent leur langue et l'écrivent avec l'alphabet latin, pas en pinyin ni en caractère chinois. En bref, pour découvrir cet endroit, regardez le film Liu Santi ou la troisième sœur Liu. C'est à propos d'une chanteuse folklorique Zhuang légendaire et c'est le film qui incarne vraiment la région du Guangxi. Vous avez sans doute vu ces vidéos de pêcheurs au cormoran sur des radeaux de bambou et ils dressent les oiseaux pour aller pêcher pour eux, puis les oiseaux mettent le poisson dans leur gosier et ils sont entraînés ainsi. C'est cette région, le Guangxi. C'est devenu une attraction touristique ici, avec aussi de nombreuses spécialités locales. Soupe, aigre de poisson de rivière aux herbes, nouilles de riz de Guilin.
C'est comme le magnifique paysage karstique avec des chanteurs. Ensuite, la capitale de la région autonome Hui du Ningxia, Yinchuan. Comme son nom l'indique, c'est la région où vivent les Hui. Qui sont les Hui? Les Hui sont essentiellement des musulmans chinois. Ils n'ont pas leur propre langue. Leur première langue est en fait simplement le mandarin, le chinois. Certains d'entre eux peuvent avoir un mélange génétique avec des Arabes et des Perses, parce qu'ils sont venus par les routes commerciales de la route de la soie, et puis ils ont introduit l'islam, c'est ainsi qu'ils ont apporté l'islam ici. Ils parlent le mandarin, mais ils ont peut-être adopté certains mots arabes et persans. Par exemple, ils disent souvent Silan au lieu de Nihao, une version sinisée de Selam en arabe. Sous la dynastie Tang, la route de la soie a amené de nombreux Arabes et Persans qui se sont mêlés aux Chinois locaux. En résumé, c'est ainsi que le peuple Hui a été formé. Mais historiquement, qu'avait-il? L'écriture Xiao Erjing consistait simplement à transcrire les mots chinois en arabe. C'était aussi le foyer de l'état de Xia de l'Ouest. Ils utilisaient leur propre écriture distincte, appelée Tangut. Explorez dans cette région les sites de la dynastie Xia de l'Ouest et les sections de la Grande Muraille à la frontière de la Mongolie intérieure. Et, fait intéressant, le Ningxia possède une grande industrie viticole. Je ne vais pas entrer dans toute la conversation théologique sur ce que c'est que de boire du vin, et si c'est haram ou non, je ne sais pas. Mais ils ont une énorme industrie viticole ici, dans le Ningxia, une région musulmane de Chine, le Ningxia. Passons aux municipalités. La première est Pékin, que vous connaissez tous. C'est la capitale, le centre névralgique, le boss final de la Chine. Toutes les choses importantes se passent ici. C'est le centre de la politique chinoise, de l'histoire impériale et des arts comme l'opéra pékinois. De nombreux personnages historiques, tels qu'empereurs, philosophes, écrivains ou politiciens, ont marqué ce lieu. Mao Zedong y a proclamé la République populaire de Chine car c'était la capitale. Vous connaissez déjà des lieux célèbres comme la Cité interdite, le Temple du ciel, le Palais d'été et des sections de la Grande Muraille près de Pékin. Les universités Tsinghua et Pékin accueillent plus de lauréats Nobel, scientifiques et futurs politiciens que tout autre institut chinois. Ils ont même le complexe Universal Studios de Pékin. Côté nourriture, il faut goûter le canard laqué de Pékin. Oui, Pékin, la capitale, c'est le boss final de la Chine. Ensuite, Tianjin, c'est en gros la ville portuaire acolyte de Pékin. Tout ce qui est expédié à Pékin commence par Tianjin. Ils ont accès à l'océan, donc ils travaillent main dans la main. Elles sont voisines, mais la province du Hebei les sépare légèrement. C'est le port de la capitale, mêlant culture chinoise du Nord et histoire coloniale. Parce que Tianjin était l'un des ports ouverts de la Chine qui se sont ouverts au commerce européen, et certaines parties ont été louées aux Européens. Tianjin en faisait partie, surtout pour les Britanniques, c'est pourquoi certaines zones de Tianjin présentent beaucoup d'architecture européenne. Tout le monde venait commercer ici. On y découvre de nombreux lieux sympas. Rues de la culture ancienne, temples d'Ul, d'Akuku. La technologie et la fabrication des batteries sont très développées ici, surtout dans l'agroalimentaire. Pour la nourriture, goûtez les brioches Gobuli de Tianjin, le pendant portuaire de Pékin. Shanghai a dépassé Pékin en population dans les années 70-80 et reste depuis la plus grande ville de Chine. La perle de l'Orient. Hong Kong porte aussi ce nom. La Chine a donc deux perles de l'Orient. Shanghai cherche toujours à se réinventer. As-tu vu les photos de Shanghai dans les années 90 et aujourd'hui, le développement y a été spectaculaire. Elle allie style chinois et colonial. C'était également un port de traité. La culture des affaires et de la mode ici est d'élite. Il y a aussi l'art, l'innovation et l'athlétisme. Je veux dire, par exemple, Yao Ming est né ici, des endroits célèbres dont vous avez probablement entendu parler. Le Bund, avec tous les gratte-ciel de Pudong, le jardin Yu, plein de bâtiments historiques. Shanghai a même le Disneyland de Chine, Shanghai Disneyland. Un peu comme Tianjin, c'était une porte d'entrée pour l'Occident en Chine, et c'était une zone cruciale où les idées occidentales étaient introduites. Côté repas, goûtez la soupe et les raviolis shanghaïens. Xiaolongbao, crabe poilu, dim sum, que dire? C'est le New York de la Chine. La plus grande ville chère, à la mode, tape à l'œil, Shanghai. Ensuite, Chongqing, devenue municipalité en 1997. Au début, on pourrait se demander pourquoi Chongqing est même une municipalité. C'est à peine la 9e plus grande ville de Chine. Elle n'est même pas dans le top 5. Eh bien, il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est que toutes les autres municipalités sont en quelque sorte situées sur la côte Est. Donc la Chine avait en quelque sorte besoin de créer quelque chose d'un peu plus à l'intérieur des terres, pour mieux gérer les choses dans la région sud-ouest du pays. Avant cela, c'était en fait une partie de la province du Sichuan.
Mais ensuite, ils se sont rendus compte qu'il se passait tellement de choses dans la région intérieure. Ils ont dû créer une nouvelle municipalité afin de permettre des investissements directs et des réformes économiques dans la région. Sous l'autorité du gouvernement central, contrairement à un gouvernement provincial, badabing badaboum, Chongqing a obtenu le statut de municipalité et la municipalité occupe en fait beaucoup d'espace. On pourrait croire que c'est une province car c'est vraiment assez grand. Ce n'est pas que la ville, mais aussi ses environs, formant une seule municipalité, c'est un peu déroutant. Pour faire court, c'est la ville que vous avez probablement vue dans de nombreuses vidéos de créateurs de contenu et de youtubeurs sur les réseaux sociaux. C'est une ville construite sur plusieurs niveaux, sans sol apparent, formant un véritable labyrinthe. Et vous savez, les trains traversent les autres bâtiments et c'est comme une étrange ville cyberpunk avec plein de nouveautés folles et cool. Tout le monde s'intéresse à cet endroit en ce moment. Fait amusant, Chiang Kai-shek est né ici, mais c'est une autre histoire. Ça implique la guerre civile, puis Taïwan, et blablabla, probablement. La personne la plus célèbre née ici. Les endroits que vous pourriez vouloir visiter sont la zone du début des Trois Gorges, les sculptures rupestres de Dazu, la vieille ville, la grotte de Hongya, et oui, c'est le nouveau projet urbain de la Chine. Nous abordons maintenant Hong Kong et Macao, région administrative spéciale dotée de systèmes législatifs distincts du gouvernement central de Pékin. Au final, elles doivent toujours rendre des comptes à Pékin et Pékin garde le contrôle sur certaines mesures comme la diplomatie et la défense. Mais sinon, elles fonctionnent un peu comme leur propre petit pays. Oui, ils ont même leur propre passeport, leur propre monnaie, leur propre timbre et tout le reste. Bref, commençons tout de suite. Hong Kong, vous savez, celui-ci, tout le monde connaît Hong Kong. C'est la ville verticale, parce qu'à cause de l'espace limité, tout le monde doit construire en hauteur. C'était autrefois une colonie britannique, donc bien sûr, vous allez voir beaucoup d'influence britannique ici. Beaucoup de gens parlent anglais ici, enseignés à l'école. C'est un lieu très multilingue et international, mais au fond, c'est comme le Guangdong au nord. Les gens ici sont culturellement cantonais, et c'est drôle parce qu'ils appellent en fait la langue cantonaise chinois, comme s'ils pensaient que le cantonais est la vraie langue chinoise, et ils appellent le mandarin Putong Hua. C'est le Hollywood de l'Asie de l'Est, vous savez, toutes les grandes stars, Bruce Lee, Jackie Chan, Maggie Cheung. Le système de tramway à Hong Kong est l'un des plus anciens au monde, et ils utilisent comme des tramways à 2 étages, et cela à cause des liens avec l'ancien colonialisme britannique. De nombreuses personnes ici portent des prénoms anglais en plus de leur nom chinois. D'où Bruce Lee, Jackie Chan. Vous savez, ce n'est pas rare de voir ça ici. Vous connaissez tous les lieux comme le port Victoria, la Skyline, Temple Street, le marché de nuit, le Grand Bouddha, les temples Manmo, etc. C'est un immense centre financier et bancaire, un centre de commerce, de transport maritime, les ports, l'immobilier ici est fou, tout est super cher. Quand vous venez ici, il faut absolument goûter l'oie rôti, les nouilles wonton, la cuisine de style cha-chan-teng, le riz au four. C'est une ville très internationale, oui, Hong Kong, vous connaissez. Enfin, nous arrivons à Macao. Prenez Hong Kong, retirez l'influence britannique, remplacez-la par celle du Portugal, transformez la moitié en casino et vous obtenez Macao. D'accord, donc en Chine, le jeu est illégal, mais vous savez, les Chinois trouvent toujours un moyen. Mais le seul endroit où il est réellement légal d'avoir des casinos, c'est Macao. Donc, c'est un peu considéré comme le Las Vegas de l'Asie. Pour faire court, Macao fut la plus longue présence coloniale européenne en Chine. Macao, ancienne colonie portugaise, conserve une forte influence culturelle macanaise. Vous verrez de nombreuses églises coloniales, comme les ruines de la cathédrale Saint-Paul et la place du Sénat. Beaucoup de panneaux de rue et de commerce portent même des mots portugais. Vous avez des endroits célèbres comme le Cotai Strip avec tous les casinos. Vous avez le Casino Lisboa, le plus célèbre probablement de tout Macao. Ce bâtiment au look fou ressemble à une fleur de lotus. La cuisine macanaise est très intéressante. Elle fusionne la cuisine chinoise et portugaise. Minchi, tacho, tartelette aux œufs portugaises. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a classé la cuisine macanaise au patrimoine culturel immatériel. Fait intéressant, ils roulent à gauche. Donc, quand ils retournent sur le continent, ils doivent en quelque sorte changer de voie. Quand ils passent la douane, ouais, et ils ont genre une douane, c'est bizarre, mec. C'est un casino Hong Kong avec une touche portugaise. Voilà. Voici toutes les régions autonomes, municipalités et régions administratives spéciales de Chine. En gros, tout ce qui n'est pas une province, d'accord? Ainsi se concluent toutes les divisions administratives de la Chine. Quel pays devrais-je faire ensuite? Je ne sais pas. Et vous, de quel pays venez-vous? J'espère que vous avez aimé cette vidéo et la chaîne.
abonnez-vous si ce n'est pas fait. J'espère que tout ira bien, restez cool et à l'écoute, à bientôt.